Alors nous avons, parce que ça va faire le lien avec la présentation, mais tu n'étais pas arrivé, donc voilà, je t'informe, c'est que nous avons donc maintenant le lien avec Corinne Bébin, qui est non seulement la présidente de la commission spécialisée médico-sociale à la CRSA, mais qui est aussi le politique dont parlait Emmanuelle en introduction, puisqu'elle est maire adjointe chargée de la santé et de la vie sociale dans sa mairie de Versailles. Donc, on fait tout de suite le lien avec les enjeux politiques. Alors, je vais sans l'ombre d'un doute mettre un grand P politique. Merci. Oui, alors Versailles, ça n'est pas que le château. Hein. Pas la Seine-Saint-Denis non plus. Alors, l'introduction de cette table ronde a été faite par Emmanuel Hirsch avec cette phrase « Reconnaître », donc issue de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et plus précisément l'article 21. « Reconnaître le pouvoir d'agir et de choisir des personnes. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. » Alors, nous avons entendu des témoignages sur la capacité des personnes vulnérables à exercer un pouvoir d'agir, un pouvoir de choisir. Ce n'est pas du tout en ma qualité d'élu que j'ai accepté de prendre la parole à la demande de Jean-Pierre Burnier et d'Emmanuel Hirsch, mais bien en qualité de membre de la CRSA Île-de-France. La CRSA, c'est un ensemble de personnes qui représentent la diversité des citoyens. Alors, j'ai, en préparant cette intervention, essayé de réfléchir pour savoir comment on pouvait, quand on était aussi pluriel dans notre composition, en quelques minutes, essayer d'aborder le sujet. Alors, ça m'est apparu tout à fait utopique que de faire une analyse critique ou exhaustive de la situation actuelle, de la manière dont se décline l'article 21 en Île-de-France et du point de vue de la CRSA. Par contre, je me suis dit qu'il y avait quelques éléments clés qu'on pouvait peut-être mettre en lumière au regard de la démocratie en général et peut-être la démocratie sanitaire en particulier. Alors, en me penchant sur la question, j'ai tout naturellement été voir ce que disait l'OMS sur le sujet. Et donc l'OMS, en 2006, a publié un rapport qui apporte la preuve scientifique, issue de l'analyse de plus de 250 publications internationales, de l'impact positif de l'empowerment. L'empowerment, c'est donc ce pouvoir d'agir, ce désir d'agir, cette volonté d'agir, l'empowerment sur la santé publique. Avant d'être un concept qui était utilisé en éducation pour la santé, en promotion de la santé, l'empowerment a d'abord été défini comme un processus d'action sociale par lequel les individus, les communautés et les organisations acquièrent la maîtrise de leur vie en changeant leur environnement social et politique pour accroître l'équité et améliorer la qualité de leur vie. Je me suis dit, vaste programme. L'empowerment s'inscrit donc dans un contexte d'inégalité de pouvoir et d'inégalité d'accès aux ressources et aux services. Et il vise à mettre en évidence les racines de ces inégalités et à donner à ceux qui en souffrent les moyens d'agir sur ces différents facteurs. La phrase qui m'a aidé à avancer dans cette réflexion, c'est que le rapport souligne également très fortement que l'empowerment ne peut pas être conféré aux personnes ou transféré à quelqu'un, mais il est issu d'un processus par lequel les personnes s'attribuent du pouvoir. Et les avocats de ce changement sont bien, ou les agents extérieurs qu'ils favorisent, peuvent seulement jouer le rôle de catalyseur des actions ou aider à créer des espaces pour que les personnes acquièrent les compétences nécessaires
mais que la pérennisation du changement et l'empowerment ne peuvent se produire que lorsque les populations se donnent un nouvel élan, développent leurs compétences et plaident leur propre cause. Alors, on a un premier fil rouge qui commence à se dessiner, mais avant ça, je voulais vous inviter à regarder, à poser un regard un peu critique sur ce qui se passe en Île-de-France à la lumière des différents rapports qui nous ont été présentés à la CRSA. Alors, comme l'a dit très exactement Catherine Olivet en préliminaire, nous avons au sein des 4 commissions la commission des usagers. Et cette commission a publié un rapport assez complet en 2017 qui s'appuyait sur des chiffres 2016. Et cette commission a pu constater qu'un effort avait été vraiment consenti sur l'accroissement de la visibilité des commissions des représentants des usagers au sein des établissements sanitaires, puisque 73% des établissements déclaraient présenter les représentants des usagers au personnel dès leur arrivée, alors qu'il n'était que 61% en 2014. Et que 83% des établissements déclaraient inscrire les noms et les coordonnées à jour des représentants des usagers dans les documents d'information destinés aux usagers. Ce n'était que 75% en 2014. Toutefois, le rapport indique que l'évaluation par ces commissions des usagers conduisait à la formulation de recommandations pour 51% d'entre elles, dans tous les établissements, tous statuts confondus, et à la mesure de l'application de ces recommandations pour 32% seulement. Et cela montre bien que l'écart entre la déclaration d'intention et l'effectivité est encore beaucoup trop important. Alors, pour réduire cet écart, quelles sont les orientations prioritaires qui ont été préconisées par cette même commission dans son avis rendu sur le projet régional de santé? Et très étonnamment, il y a un segment tout particulier qui a été pointé. Cette commission a demandé que le PRS2 s'attache tout particulièrement à faire reconnaître le droit des usagers dans le secteur ambulatoire. Dans le domaine ambulatoire, outre les déclarations d'événements indésirables graves, aucun indicateur n'est disponible. L'absence de représentants des usagers dans l'ambulatoire est préjudiciable, selon cette même commission, à l'exercice réel d'une démocratie en santé. On voit poindre donc une corrélation entre l'ambulatoire et la démocratie en santé. La commission attache une importance toute particulière à ce que le nombre de mandats vacants dans les commissions des usagers soit réduit et que les obligations légales permettant l'exercice effectif de leurs responsabilités soient reconnues. La commission souhaite favoriser la promotion de la formation de base et des offres de formation continue à destination des représentants des usagers, des médiateurs, des animateurs en santé, afin de permettre un relais efficace au plus près des besoins de la population. Elle souligne que concernant le secteur médico-social, celui pour lequel j'ai une attention toute particulière, absolument aucune de ces informations n'est disponible. On constate donc une lacune majeure sur l'exercice de la démocratie en santé dans le secteur médico-social, là où c'est le lieu de prise en soins au long cours. Deuxième élément qui a été pointé par cette commission de manière plus précise, c'est la question des formations et des thématiques qui ont été retenues par les représentants des usagers. On constate une carence très importante autour des 3 thématiques majeures, lesquelles sont les moins abordées. Désignation de la personne de confiance, seulement 23%. Le respect des croyances, seulement 26%. Et l'accès au dossier médical, seulement 29%. À la lumière de ces 2 éléments de contexte, je me suis dit que finalement, on avait un grand chantier à ouvrir et peut-être 2 illustrations qui nous permettent d'envisager d'autres chantiers. Le premier grand chantier, c'est clairement la formation. Et d'ailleurs, vous voyez, en 30 ans, vous avez senti évoluer la situation, et moi, en quelques mois, j'ai eu vent de 2 initiatives, comme quoi parfois le fruit tombe quand il est mûr. Et nous avons donc été récemment informés de l'Université des patients, l'Université de la Sorbonne, qui s'est donné pour mission de proposer des formations diplômantes
aux personnes vivant avec une maladie chronique, qu'elles soient issues ou non du monde associatif. Les diplômes proposés contribuent à l'émergence de nouveaux acteurs. Donc là, on retrouve notre lien avec le rapport de l'OMS, considérant que les personnes qui vivent avec une maladie chronique notamment peuvent être reconnues comme de véritables acteurs. Les diplômes proposés contribuent à l'émergence de nouveaux acteurs, voire de nouveaux métiers dans le domaine de la santé et participent au développement de la démocratie en santé. Formation à la démocratie sanitaire pour le représentant des usagers. Là, c'est tout simplement pour arriver à apprendre par cœur et décrypter les 20 pages qui sont aujourd'hui notre glossaire quotidien des acronymes les plus ubuesques les uns les autres. Des acronymes criminels. La formation à la mission d'accompagnement de parcours du patient en oncologie, la formation à l'éducation thérapeutique du patient, l'université des patients et donc université en France qui a décidé de mettre en œuvre cette capacité d'empowerment par la formation des personnes vivant avec une maladie chronique. Ça, c'est le premier chantier qui a été ouvert. Le deuxième, eh bien, c'est la Haute Autorité de Santé qui s'est impliquée dans cette problématique en proposant de mesurer l'implication des patients au travers de la mise en place d'une offre en éducation thérapeutique qui implique le patient dans sa prise en charge ou les outils de type plan personnalisé de soins conçus également autour du et avec le patient. Là, on assiste vraiment à une prise de conscience sur le fait qu'il faille mesurer cette implication des patients. À ce jour, une offre en éducation thérapeutique est proposée par un nombre encore très limité de structures. Ce sont souvent des maisons de santé pluriprofessionnelles. Ces dernières ont intégré un programme existant ou conçu et déployé leur propre programme d'éducation thérapeutique ambulatoire. C'est d'autant plus souvent le cas lorsque dans l'équipe des professionnels se sont formés spécifiquement des infirmières, des diététiciennes et plus rarement des médecins. Alors, puisqu'on me demande d'aller plus vite, je vais vous parler d'un troisième chantier qui est ouvert, qui est un chantier qui a été initié par une fédération professionnelle, pour ne pas la nommer la FEAP, donc la Fédération des établissements hospitaliers privés participants, enfin non lucratifs, et ils ont décidé de signer un manifeste considérant que les parties prenantes du soin et de l'accompagnement au titre de l'action sociale de la santé, souhaitent affirmer la conviction que l'accompagnement social et le soin ne peuvent se construire sans tenir compte du vécu et du retour d'expérience des personnes qui en bénéficient. Permettre aux professionnels de l'accompagnement et du soin, grâce à cette participation, de renforcer et de renouveler le sens de leur métier et de leur engagement. De renforcer et de renouveler le sens de leur métier et de leur engagement. Promouvoir la place des patients et des personnes accompagnées dans la formation en s'appuyant sur leurs capacités et ressources propres et sur celles des communautés auxquelles ils appartiennent, familles, proches, associations, mouvements, quartiers, territoires. Et reconnaître la légitimité de leur contribution à toutes les étapes du processus de formation, construction des référentiels de compétences des professionnels, élaboration des référentiels de formation, conception des programmes, animation et évaluation des actions pédagogiques. Faire partager la conviction que leur contribution au dispositif de formation permet l'émergence d'une relation renouvelée, plus équilibrée et donc plus féconde pour les personnes et les professionnels comme pour les communautés. Alors, 2 illustrations rapidement pour conclure. Une illustration qui, à mon sens, est peut-être très réduite, mais en même temps tellement symbolique et symptomatique, c'est ce petit livret. Ce petit livret, c'est « Lucie est soignée pour un cancer ». J'en ai pris 2 exemplaires pour vous les faire passer, mais ce qu'il faut retenir de ce petit livret, c'est qu'il a été élaboré par 4 personnes déficientes intellectuelles, 3 qui étaient atteintes d'une déficience intellectuelle légère et une déficience intellectuelle moyenne. 8 sessions de travail de 2 heures ont eu lieu de janvier 2014 à juin 2015. Les 4 personnes en situation de déficience intellectuelle ont fait le choix de l'iconographie, des dessins ou des photos.
Ils ont participé à l'élaboration du scénario, le sexe, le prénom, l'activité professionnelle, le type de cancer, les parents, les personnages de l'éducateur. Ils ont participé aux discussions des images, une par une, et des textes, un par un, pour la pertinence de la représentation iconographique et des messages écrits. Ils ont proposé des modifications. Par exemple, comment exprimer le doute d'une personne? Comment exprimer qu'une personne déficiente intellectuelle doit faire un choix? Ils ont participé à l'évaluation finale et assisté aux présentations du livret en public. Ce livret a été remis au service d'urgence d'un certain nombre, enfin de la quasi-totalité des établissements des services publics hospitaliers. Le deuxième exemple que je voulais vous citer, c'est un établissement, une plateforme de services dont j'ai la charge, pour lequel la directrice a souhaité créer, alors qu'aujourd'hui les textes ne le prévoient pas, un CVS, Conseil de la vie sociale, mixte, EHPAD-SIAD. L'idée, c'est de dire, mais pourquoi, lorsque nous sommes une plateforme qui aujourd'hui accueille en hébergement des personnes âgées, soigne à domicile avec des soins infirmiers à domicile des personnes âgées, ces personnes-là ont des besoins qui se ressemblent. Pourquoi y a-t-il un CVS exclusivement à l'EHPAD? Et pourquoi est-ce que ceux qui sont soignés à domicile ne pourraient pas exprimer leurs souhaits de la même manière que lorsqu'ils sont hébergés chez nous? Ça a donné lieu à ce CVS conjoint. Et donc, aujourd'hui, il soulève énormément de questions, notamment sur la téléconsultation et sur le domicile. Je me fais gronder. Voilà, je finis. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que dans cette relation entre le soignant et le soigné, ça doit être une co-construction et certainement pas, puisque c'est quelqu'un qui me l'a évoqué pas plus tard que la semaine dernière, il ne s'agit pas de mettre le TripAdvisor de la santé, le transformer en Health Advisor. Il s'agit bien de construire une réponse tous ensemble. Voilà. Merci, Madame. Donc tout à l'heure, les deux premières interventions, le mot-clé, c'était ne pas être jugé. Et puis, j'ai retenu l'intervention de Madame Bébin, c'est qu'il faut un lieu, un espace favorable, un espace où il soit possible et d'acquérir des compétences et en même temps d'avoir la liberté de s'exprimer et de donner son avis et que ça ne peut pas s'improviser comme ça. Il y a besoin d'un espace qui soit favorable dans l'accueil, dans les personnes qui sont présentes. Ça ne s'improvise pas et ça ne se décrète pas. Il faut générer un espace. Voilà.